Salam alaikum Zulfillaoun, bonjour. Rarement un peuple aura connu des vicissitudes aussi tragiques, ni enduré de telles souffrances pendant si longtemps, venant de cela même qui passe pour être l'archétype de l'Holocauste, du génocide, du martyre, de l'épuration ethnique. Cruel revers de l'histoire que celui des Palestiniens que leurs occupants ont réussi à effacer, à éradiquer, jusque dans la compassion de leurs semblables, au point où le média qui traite de leurs souffrances, serait-ce à minima, se voit cloué au pilori, mis au banc de la presse. Tragique destin de ce peuple martyr, le dernier peuple colonisé de l'histoire, qu'on tue à petit feu et qui refuse pourtant de partir, qui refuse de mourir, à l'image de cet olivier noueux, pétri de siècles, endurci de sécheresse, nourri du roc même où il a poussé et du ciel où il respire, vers qui il tend ses branches torturées comme une imprécation, un cri interminable de douleur, mais aussi d'espoir obstiné. Tragique Palestiniens. Après avoir dit de leur patrie, cette terre 3 fois bénie, qu'elle était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, entendre par là le peuple juif, bien sûr, après avoir répandu sur eux, sur les Palestiniens, qu'ils étaient venus d'ailleurs, d'Arabie notamment, eux dont les prélèvements ADN ont démontré qu'ils n'ont jamais quitté leur terroir, qu'ils étaient des sémites encore plus purs que le plus pur des juifs dans le sens génétique du terme. Après avoir réussi à les cristalliser dans l'imaginaire moutonnier ambiant comme étant des terroristes fanatisés, obnubilés par le seul désir d'exterminer les Juifs. Après avoir rogné leur terre, arpent après arpent, jusqu'à ne plus leur laisser que 2 pathétiques enclaves dont l'une est considérée comme la plus grande prison à ciel ouvert du monde, en tout cas la portion habitée la plus peuplée du monde. Après les avoir réduits à l'état infrahumain, après les avoir écrasés maintes et maintes fois sous un déluge de feu et de fer, en d'effroyables carnages où ne sont épargnés ni les femmes ni les enfants, après les avoir réduits à l'état d'indigènes, d'ouvriers agricoles de dernière catégorie sur leur propre terre, où ils endurent un racisme violent, après avoir réussi à monter contre eux leurs propres frères, de bien piètres frères en réalité, ces pays arabes qui les entourent et qui croient pouvoir soulager leur conscience en leur jetant de la petite monnaie. Après avoir fait subir l'inimaginable, l'indicible oppression, voici que le moment semble être venu pour ce sionisme dont les fondements idéologiques étaient pourtant résolument athées. Voici que le moment est donc venu pour lui et ses nombreux relais d'asséner le coup fatal, le plus emblématique, qui marquera de façon indélébile et surtout irréversible la même mise de cette entité sur la ville sainte des 3 religions. Enclencher le processus de démolition de la mosquée Al-Aqsa, le 2e lieu saint de l'islam, et récupérer le temple de Salomon dont on dit qu'il a été détruit par Titus en l'an 70 de notre ère et dont les ruines se trouveraient sous le mont du temple, où se trouve cette mosquée devenue un enjeu d'une symbolique très forte, cruciale, décisive pour la suite des événements. Les Palestiniens, il faut le dire, sont seuls, désespérément seuls, effroyablement seuls, face à un occupant qui se dit, tout honte but, la seule démocratie du Moyen-Orient, avec la complicité des grandes puissances de ce monde, mais aussi celle des pays musulmans et arabes. Les Palestiniens sont logiquement, irrémédiablement, condamnés à une mort lente, sauf miracle, sauf sursaut, spontané et massif de leurs frères humains aux 4 coins de la terre. Pour le moment, quelles que soient les atrocités qui sont commises contre eux, ils restent seuls. Les justes qui les soutiennent et qui,
déploient des prodiges de volonté et d'abnégation pour leur venir en aide, sont trop rares, trop isolés, pas suffisamment unis, ignorés, ô combien ignorés, voire même stigmatisés par les médias. Pourront-ils, c'est juste, réussir à soulever la lourde chape de silence et d'indifférence crasse qui pèse sur cette question? Pourront-ils provoquer le sursaut des peuples pour qu'ils accourent enfin comme un seul homme à celui de la Palestine? Nous allons en parler aujourd'hui avec Jacob Cohen, écrivain franco-marocain antisioniste, militant pour la cause palestinienne. Gilles Devers, avocat en droit international, Lyon. Christophe Oberlin, chirurgien et militant pour la cause palestinienne, sur le terrain, en Palestine même. Il se rend régulièrement dans la bande de Gaza, 3 séjours de 8 jours chaque année depuis 14 ans. Auteur d'une demi-douzaine de livres sur la question dans La vallée des fleurs, Marj az-Zohor, Le chemin de la cour, les dirigeants israéliens devant la cour pénale internationale. À tous trois, je les remercie d'être avec nous. Christophe Oberlin, vous êtes avec nous? Est-ce que Christophe Oberlin est avec nous? Je vous entends parfaitement. Ah ben c'est très bien, moi aussi. Merci d'être avec nous, Christophe Oberlin, et d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dites-moi, Christophe Oberlin, cette énième agression rampante qui ne se dit pas, qui ne dit pas son nom, mais qui n'en est pas moins là, et qui semble s'être concentrée sur ce symbole le plus fort de la Palestine, qui est la mosquée Al-Aqsa. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est un événement dramatique qui intéresse le monde entier, pas seulement les musulmans. La cause palestinienne est une cause universelle et la ville de Jérusalem est une ville universelle. Alors, bien entendu, ces agressions contre Jérusalem, l'historiographie qu'on fait de Jérusalem, tout ça n'est pas nouveau. On sait que pour récupérer cette ville, eh bien, les sionistes utilisent une argumentation historique qui est totalement fausse, qui a été complètement d'ailleurs dévoilée par un ouvrage d'un historien, d'un préhistorien, d'un archéologue israélien, la Bible dévoilée, et on sait en particulier, vous avez mentionné par exemple tout à l'heure le mot du roi Salomon. Salomon n'a rien construit dont il reste une seule pierre aujourd'hui. Les écuries du roi Salomon n'étaient pas des écuries, elles ont été construites par les Assyriens 50 ans après la mort de Salomon, et donc tout ça c'est de l'historiographie. Au niveau de ce qui est appelé aujourd'hui la cité de David, à quelques pas de la vieille ville de Jérusalem, eh bien on n'a jamais retrouvé le moindre objet du Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de la période supposée du roi David. Autrement dit, il y a toute une archéologie qui détruit aujourd'hui complètement l'un des mythes fondateurs du sionisme, et l'agression dont est l'objet aujourd'hui l'esplanade des mosquées, eh bien s'inscrit dans ce grignotage extrêmement grave, mais qui n'est pas nouveau. Entre-temps, il y a des fouilles très très importantes qui ont lieu dans les sous-sols en dessous de la mosquée, sur le mont du Temple, et on dit que dans des endroits où ils sont censés dégager le sable à la balayette pour ne pas abîmer non seulement les lieux, mais aussi pour préserver la mosquée qui est construite au-dessus. On dit qu'ils creusent au marteau-piqueur et que les fidèles qui sont dans la mosquée sentent la mosquée vibrer sous leurs pas. Vous ne pensez pas que ça pourrait un jour arriver que la mosquée s'effondre? Alors écoutez, malheureusement, il y a des antécédents, et en particulier, il existe au niveau de l'armée israélienne, tenez-vous bien, un service d'archéologie. Et dans cette pauvre Cisjordanie, eh bien, les archéologues militaires vont régulièrement prélever des pierres et détruire des sites, enrichir le musée de Jérusalem avec ce qui leur convient, et détruisent une partie de l'histoire des autochtones. Donc,
je ne pense pas, malheureusement, je ne pense pas qu'il y aura une destruction, mais au cours de l'histoire, eh bien, cette esplanade des mosquées a été l'objet de bien des saccages. Et je voudrais citer par exemple la période des croisades, où la mosquée Al-Aqsa a servi véritablement d'écurie. Et heureusement, la mosquée Al-Aqsa aujourd'hui est toujours là. Mais la droite israélienne, notamment la droite religieuse, les ultra-orthodoxes, ne cachent pas leurs prétentions, leurs revendications. Ils appellent publiquement, haut et fort, à la destruction de la mosquée, à la récupération du mont du Temple, dont ils disent que c'est le premier lieu saint du judaïsme, avant même les murs des lamentations. Alors écoutez, vous l'avez bien dit tout à l'heure, tous ces dirigeants israéliens depuis l'origine du sionisme n'étaient pas des religieux. Et aujourd'hui, il y a manifestement une utilisation des religieux, c'est-à-dire que le gouvernement israélien essaye de s'appuyer sur les religieux les plus orthodoxes, en réalité pour conquérir des parts de la Cisjordanie. Donc je vois ça plutôt comme une espèce de gage donné aux extra-religieux pour intensifier l'emprise sur la Cisjordanie, gagner des colonies, gagner Jérusalem-Est. Mais il est évident que tout ça n'ira pas sans des troubles extrêmement graves. La décision, ou les décisions, si elles sont prises, seront lourdes de conséquences. Restez avec nous, Christophe Oberlin. Gilles Devers, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous au téléphone. Gilles Devers. Je vous remercie. Merci. Alors, Gilles Devers, merci encore une fois. Vous êtes militant connu pour la cause palestinienne, en plus d'être militant pour les droits de l'homme d'une façon générale. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette énième agression? Je pense que le lieu et dans les phrases sont assez explicites pour dire que c'est tenter de fier à l'histoire même de la Palestine. C'est particulièrement. Gilles Devers, je me permets de vous interrompre. Le son est très mauvais. Vous allez rester avec nous sur Skype pour qu'on vous voit, mais on va vous appeler sur votre téléphone, comme ça on vous aura sur les deux, Skype et téléphone. Je reviens à vous dans un instant. Avec nous aussi Jacob Cohen, militant antisioniste, militant pro-palestinien, très connu sur la place de la revendication pour les droits des Palestiniens. C'est un juif, mais un juif engagé et qui montre bien qu'il faut faire la différence entre les juifs et les sionistes. Jacob Cohen, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, Jacob Cohen, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette autre agression? Je voudrais faire deux remarques. Il y a une évolution de la société israélienne. D'année en année, cette société devient de plus en plus religieuse, mystique, extrémiste, et l'avenir ne s'annonce pas tout à fait rose, optimiste, parce que cette société-là ne lâchera rien, ne lâche déjà plus rien, et deviendra de plus en plus extrémiste. Donc en fait, il y a 30 ou 40 ans, si on avait dit aux Israéliens qu'on allait reconstruire le temple, ils auraient rigolé. Aujourd'hui, ça ne fait plus rire personne. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié de la société israélienne commence vraiment à y croire, et on prépare déjà des éléments du temple, les objets, etc. Et donc, malheureusement, on ne peut aller que vers une extrémisation des positions et donc vers une agression de plus en plus évidente. Et le deuxième point que je voudrais soulever, et je le dis avec beaucoup de tristesse, parce que je me considère comme un juif arabe venant du Maroc, c'est la démission de toutes les élites arabes, de tout le gouvernement arabe, qui en 1969, entre autres, par exemple, ils ont créé l'organisation de la conférence islamique et le comité Al-Quds pour contrecarrer la judaïsation de Jérusalem. À l'époque, il y avait quelques milliers de colons. Après 30 ou 40 ans d'existence de ce comité, le nombre des colons est passé à 250 000. Et donc en fait, malheureusement, tous ces chefs d'État arabes,
ils ne font que des déclarations, mais ils n'osent rien faire concrètement pour défendre la Jérusalem. Je vais vous citer juste une illustration. Des milliardaires juifs américains, ils mettent le paquet pour acheter n'importe quel terrain, n'importe quelle maison à l'est de Jérusalem. Aucun homme politique arabe, aucun financier arabe, aucun milliardaire arabe n'a jamais osé acheter une parcelle de terre pour le peuple, pour la mettre à la disposition du peuple palestinien. Donc ces deux faits qui malheureusement vont dans le même sens me font craindre le pire. Moi je crois que le salut pour la Palestine viendra plutôt de l'Europe, parce que les peuples européens, les peuples occidentaux se mobilisent beaucoup pour cette cause. Et il y a une illustration, on l'a vu récemment il y a quelques jours, la ville de Reykjavik. C'est très symbolique, mais c'est très important. La ville de Reykjavik a décidé de boycotter tous les produits venant d'Israël. Ça se trouve, dites-nous, quelle ville, précisez-nous la ville, Jacob Cohen? La capitale de l'Islande. D'accord, très bien. L'Islande qui est leader en matière de soutien au peuple opprimé d'une façon générale. Bien sûr, c'est symbolique, mais en même temps, il y a tout un mouvement de fond qui monte en Europe et qui, je pense que le soutien pour la Palestine viendra de là, plutôt que du monde arabe. Malheureusement, je le dis avec tristesse, mais je crois que le monde arabe traverse une période complètement de faiblesse, de pusillanimité, de lâcheté. Et ça fait longtemps que ça dure, mais j'aimerais que vous nous précisiez quelque chose qui est particulièrement inquiétant, que vous venez de nous dire, que maintenant, aujourd'hui, près de la moitié, si ce n'est plus, des Israéliens croient maintenant en la destruction de la mosquée Al-Aqsa et la reconstruction du temple. C'est particulièrement inquiétant, vous en conviendrez. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tous les sondages montrent, toutes les études sur la société juive israélienne montrent qu'elle devient de plus en plus ouvertement raciste. Par exemple, il y a une étude d'université israélienne qui avait dit que 50% des étudiants, donc des universitaires israéliens, pensent que les Arabes israéliens ne devraient pas avoir les mêmes droits que les Juifs, etc. Donc en fait, c'est toutes ces sociétés-là, les pèlerinages par exemple, qui ont lieu au mois de mai à Safed, aujourd'hui accueillent des centaines de milliers de Juifs laïcs. Donc en fait, c'est un phénomène qui est parti depuis quelques années. La société israélienne, elle devient, même quand elle est laïque et religieuse, elle est complètement emportée par un sentiment mystique et qui fait que, pour eux, la Cisjordanie, dans leur esprit déjà, elle est complètement israélienne. Ils l'appellent par les noms, etc. La Judée et Samarie. Voilà, la Judée-Samarie, les écoles de Judée-Samarie, il y a des équipes de football qui sont intégrées au championnat israélien, les universités, il y a des universités qui sont intégrées au système israélien. Donc en fait, tout est fait pour relier toute cette partie-là à Israël. Et malheureusement, aussi la faiblesse arabe, c'est aussi l'autorité palestinienne, qui est complètement corrompue et qui se laisse acheter par le système israélien. Il y a quelques milliers de privilégiés qui bénéficient de passe-droit, de cartes VIP pour ne pas passer par les barrages, pour voyager à l'étranger, et qui malheureusement se taisent et rampent devant leur maître sioniste. Les forces de sécurité palestiniennes, leur seul boulot, c'est d'arrêter tous les militants du Hamas, du djihad islamique, du FPLP, etc. Restez avec nous, Jacob Cohen. Gilles Devers, nous vous retrouvons donc en Skype et au téléphone. Rebonsoir. Bonsoir. Donc vous pouvez poursuivre ce que vous aviez entamé, je vous en prie. Oui, il est tout à fait clair que ce qui se passe à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées, c'est une idée qui est de porter atteinte à l'identité même palestinienne. Et on peut se poser la question pourquoi ça n'a pas plus d'écho. Je pense qu'il y a un problème et que, notamment dans les milieux militants ou politiques,
on fait beaucoup trop partir la problématique palestinienne à 1945, 1948, pendant ces 3 années-là, alors qu'il faut revenir à la période antérieure et au début du mandat en 1922, où il y avait un État de Palestine qui était reconnu par la Société des Nations et où il y avait Jérusalem qui était reconnue comme une ville. Et cette identité palestinienne, elle se traduisait par un territoire, par des frontières, par la délivrance de passeports, par un système juridique. Et les autres pays, notamment l'Égypte, la Jordanie, Londres, qui était la puissance de tutelle, reconnaissait la nationalité et l'identité. Et une personne qui était née en Palestine était palestinienne et elle n'était pas du tout britannique. Donc ensuite, il y a eu les événements 47-48 et on a l'impression que tout est passé, ce volet d'histoire juridique est passé à la trappe et qu'on essaye de reconstruire, c'est-à-dire qu'en gros, la souveraineté palestinienne, elle prendrait force à ce moment-là. Non, elle existait auparavant et on a de très nombreux actes internationaux qui établissent cette histoire. Voilà. Deuxième chose, sur le plan de partage de 47, d'abord, si on dit un plan de partage, c'est qu'on partage quelque chose qui existe. Autrement, on dit on a un plan pour créer 2 États. Mais si vous partagez un pain, c'est que le pain, il existe. Donc la Palestine existait si on voulait la partager. Et dans ce plan de partage, qui était une simple recommandation, qui n'avait aucune force juridique, parce qu'évidemment que l'ONU n'a aucun droit pour retirer aux Palestiniens cette souveraineté qui avait beaucoup d'histoire, mais en tout cas juridiquement établie depuis 1920, c'était une simple recommandation. Et dans cette recommandation, le statut de Jérusalem était préservé. Donc on disait, voilà, il peut y avoir une zone qui sera juive, une zone qui sera musulmane, avec les Arabes disant, mais attends, on est juifs, on est musulmans, on est chrétiens, voilà. Mais en tout cas, il était clair que Jérusalem avait un statut international. C'est écrit noir sur blanc dans le plan de partage, c'est-à-dire qu'il a toujours été considéré que Jérusalem a une place à part et qu'elle devait être protégée. L'ONU, qui était l'ONU des grands colonialistes, des grands impérialistes de 48, avaient plus de réserves, vous le voyez, comme maintenant, où finalement, bah oui, voilà, Israël s'installe à Jérusalem, et c'est quelque chose qui est presque banal, voilà. La troisième chose que je voudrais évoquer, c'est évident que le monde arabo-musulman par rapport à ce qu'est Jérusalem est complètement à la traîne. Bon, on va pas dire plus, mais en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui suis un avocat européen, un bon chrétien, c'est tout à fait clair. Mais c'est d'autant plus inadmissible, si vous voulez, que, et là ça concerne également le gouvernement de Palestine, qui maintenant est un État. Mais Gilles Devers, Jacob Cohen vient de nous dire, de nous faire une révélation absolument hallucinante pour le moins, puisqu'il nous annonce que maintenant la société israélienne, qui était globalement, si ce n'est hostile, du moins il n'y croyait pas beaucoup à ce projet de reconstruction du temple, aujourd'hui il croit fermement et on est même convaincu que ça va se faire. Vous ne trouvez pas ça très inquiétant dans le contexte général? Alors c'est inquiétant, mais il faut réagir, parce que s'inquiéter ou s'indigner si on ne fait rien, ça pose problème. Et ce qui, par contre, devient très préoccupant, c'est qu'il y a un moyen extrêmement simple d'agir qui est à la portée de main, qui est dans les devoirs du gouvernement palestinien et qu'on ne voit pas venir. La Palestine est un État. Elle peut ratifier une convention qui est la Convention de la Haye de 1954 qui concerne la protection du patrimoine culturel. Cette convention de la Haye est extrêmement intéressante parce que c'est une des rares qui a été ratifiée par Israël. Elle l'a été en 1957 et elle prévoit en son article 53 un processus très particulier de protection de ce qu'on appelle le patrimoine culturel de l'humanité. C'est-à-dire que nous sommes exactement dans le sujet. Donc il y a deux choses à faire qui sont extrêmement simples. C'est de demander une réunion de l'UNESCO, et la Palestine est membre de l'UNESCO, sur Jérusalem et les lieux saints. Et cette réunion peut déboucher, c'est prévu également par le texte, par la désignation d'un commissaire
Les deux parties, donc Palestine et Israël, doivent se mettre d'accord. S'ils ne se mettent pas d'accord, c'est la Cour internationale de justice qui désigne le commissaire et le commissaire procède à une enquête. Et cette enquête nous permet exactement de savoir ce qu'il en est des fouilles, ce qu'il en est des projets, comment les gens vivent les situations et quels sont les dangers réels. Et ensuite, on peut dégager un plan d'action. Donc moi, je pose cette question très simple. Pourquoi la Convention de La Haye de 1954, reconnue par la Palestine et par Israël, n'est pas mise en œuvre ? Restez avec nous, Gilles Devers. Christophe Oberlin, bon, maintenant tout le monde en convient largement. Jacob Cohen vient de nous le dire, la seule chance pour les Palestiniens ne peut venir que des Occidentaux, de l'Europe notamment, peut-être aussi de l'Amérique du Sud, qui de plus en plus s'implique dans la cause palestinienne. Sinon, comment pourriez-vous expliquer cette indifférence, au mieux, cette indifférence de l'opinion publique occidentale, si ce n'est de l'hostilité pour des gens qui sont perçus désormais comme étant des terroristes, des extrémistes, des antisémites. Comment pourriez-vous nous expliquer cette indifférence? A-t-elle été laborieusement entretenue, construite? Écoutez, là, je voudrais dire deux choses. Bien entendu, tout ce qui a été dit, notamment par mes deux amis, est vrai, mais vous savez, c'est aussi la question du verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, comme Gilles Devers, je suis quelqu'un d'optimiste, et ce que j'observe en Palestine, et notamment à Gaza, qui est la zone sans doute où on résiste le mieux à l'agression sioniste, eh bien, c'est que les Palestiniens ont beaucoup de ressources. Depuis 15 ans, j'entends mes amis dire il faut nous gratter avec nos propres ongles. C'est-à-dire que ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui, on l'espère, eh bien, vont réussir à se sortir de cette situation. Alors, il y a des éléments quand même que l'on oublie. C'est que, par exemple, sur le territoire de la Palestine historique, qu'a rappelé Gilles Devers tout à l'heure, et bien sûr, ce territoire de la Palestine historique, aujourd'hui, il est entièrement sous l'emprise du gouvernement israélien, mais aujourd'hui, les Palestiniens sont majoritaires. Ce ne sont pas les Indiens d'Amérique qui n'ont pas été éradiqués, on n'a pas été chassés, pas tous en tout cas, et aujourd'hui ils sont majoritaires. Autrement dit, la tenue de tout cet espace par un pouvoir militaire, par un pouvoir raciste qui défie le droit, qui ne s'appuie finalement que sur les armes et sur le droit de veto américain à l'ONU, qui s'appuie sur le chantage en l'antisémitisme dans les pays comme la France, où on dénonce les crimes d'Israël. Finalement, objectivement, c'est une position qui est très instable, qui est très dangereuse. Vous savez, lorsque l'on parle d'Israël, on parle des Juifs. Lorsqu'on parle des sondages en Israël, en réalité, ce sont des sondages qui sont effectués uniquement auprès des Juifs israéliens, qui ne représentent que 60% de la population. Il y a 20% de Palestiniens à l'intérieur du mur, puisqu'il faut donner une définition, et puis il y a 20% d'habitants qui sont des immigrés économiques qui viennent de la Russie ou des ex-républiques de l'Union soviétique. Vous parlez des 20%, vous parlez de ce qu'on qualifie d'Israéliens arabes? Alors oui, moi je ne les qualifie pas ainsi, ce sont les Palestiniens israéliens, car ils sont avant tout palestiniens, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est même inscrit dans leur gène, même si aujourd'hui d'ailleurs il y a une espèce de propagande dans les revues de génétique pour essayer de trouver le gène juif. On peut être qu'effaré en 2015 de voir des grandes revues de génétique internationales qui acceptent de tels papiers. Autrement dit, les Palestiniens sont toujours là et la société israélienne est minée par le désespoir, la dépression. Il y a une véritable... Oui, mais Christophe Oberlin, excusez-moi de vous interrompre. Vous êtes optimiste, vous voyez le verre à moitié plein, vous dites que les Palestiniens vont finir par s'en sortir eux-mêmes sans compter ni sur les uns ni sur les autres. Mais expliquez-nous un peu comment ces Palestiniens qui sont ghettoisés, qui sont précipités dans la misère, qui sont compartimentés, séparés en enclaves aussi séparés que peuvent l'être des prisons, qui sont lâchés par tout le monde, qui sont face à l'une des armées les plus performantes au monde, qui sont face à l'une des entités les plus riches au monde, qui sont soutenus par les Américains, par l'Occident. Comment pourrait-il, le petit peuple palestinien, s'en sortir?
Écoutez, si on observe les choses, il y a quand même deux domaines où on observe une progression sensible. Si on prend la guerre de l'été dernier, qui a été une épreuve terrible pour les habitants de Gaza, eh bien, si on compare le ratio des morts chez les soldats israéliens et chez les combattants palestiniens, eh bien, on se constate que ce ratio n'est plus que de 1 à 6. C'est évidemment beaucoup trop, mais ça n'empêche que c'est le même ratio qui a été constaté lors de la dernière guerre contre le Liban, contre le Hezbollah. Autrement dit, on voit que la force des armes, au moins en ce qui concerne les attaques au niveau du sol, la force des armes eh bien, commence à tendre vers un certain équilibre. Et puis il y a surtout l'outil du droit. L'outil du droit fait quand même des progrès. Il y a, Gilles Devers en parle beaucoup mieux que moi, il vient de nous suggérer un nouvel outil pour le cas qui nous occupe aujourd'hui. L'outil du droit progresse. Il y a aujourd'hui 123 pays, presque 130 je crois, qui ont adhéré à la Cour pénale internationale. Il n'y a pas moins de 2 procédures qui sont actuellement en cours contre Israël. Et contrairement à ce que certains s'imaginent, ces procédures eh bien, causent souci au gouvernement israélien. Autrement dit, je ne désespère pas que, comme en Afrique du Sud, eh bien, le droit triomphe un jour en Palestine. Restez avec nous, Christophe Oberlin. Jacob Cohen, j'aimerais que vous nous parliez. C'est très intéressant et beaucoup de Palestiniens, beaucoup d'Arabes, beaucoup de musulmans et même d'Occidentaux se posent la question sur les gens comme vous, des Juifs qui militent pour la Palestine, qui s'engagent, qui s'exposent de façon très dangereuse parfois. D'abord, sont-ils nombreux? Et puis, dites-nous un peu ce qu'ils endurent de la part de leur propre communauté originelle. Non, je ne crois pas qu'ils soient nombreux. C'est-à-dire il y a beaucoup de juifs qui sont relativement indifférents. C'est-à-dire ils ne font aucune confiance ils ne supportent pas Israël, ils ne défendent pas Israël, mais ils ne vont pas jusqu'à prendre des positions, à s'engager pour la Palestine. Et moi je crois qu'il y a une très très grande partie des communautés juives de par le monde qui sont dans ce cas-là. Et ceux qui s'engagent, en général, bon, en général, ceux qui s'engagent dans quelques combats que ce soit sont toujours une minorité. Et cette minorité, disons, moi personnellement, j'ai maille à partir avec la famille, les amis, etc. Enfin, je reçois des messages de gens me demandant de changer de nom, enfin, sans compter les insultes, etc. Par contre, si vous permettez, j'aimerais revenir à la question que vous avez posée à Christophe Oberlin, et pourquoi vous interrogez pourquoi l'opinion publique occidentale ne défend pas les Palestiniens, qui est une cause juste. Très bien. Or, en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le printemps des Sayanim. Les Sayanim sont des juifs sionistes que le Mossad recrute pour défendre les positions d'Israël. Et pour vous donner une idée, vous êtes à Londres. Dans les années 80, Victor Ostrovsky a dit qu'il y avait 3000 Sayanim rien que dans la seule ville de Londres. Ces Sayanim, c'est quoi? Ce sont des juifs qui travaillent dans les médias, dans la banque, dans l'assurance, dans la politique, dans la publicité, et qui reçoivent directement des instructions du Mossad et qui font en sorte que l'opinion, de défendre les positions israéliennes par tous les moyens et de dénigrer les Palestiniens par la même occasion. Et malgré tout ça, quand même, la position palestinienne, elle commence à gagner du terrain. Mais pendant 40 à 50 ans, la position palestinienne était pratiquement à 90% obnubilée, couverte par par cette propagande des Sayanim. Et je vais vous donner juste la terreur que pratiquent ces Sayanim. Il y a quelques mois, Pascal Boniface, qui est quand même très connu en France, comme auteur, etc., il a écrit un livre où il dénonçait les faux intellectuels. Il y a eu 15 éditeurs qui ont refusé son livre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une politique et insidieuse de gens installés, comme Patrick Cohen, par exemple, sur France Inter, comme Rutel Krief, sur BFM, etc. Dans tous les médias, il y en a. Dans l'édition, comme Marion Sigaud, par exemple, qui avait écrit un livre sur le kibbutz, et l'éditeur s'est désisté une semaine avant sa sortie, etc. Donc il y a toute une toile d'araignée qui est tissée dans les pays européens
et qui dans le cinéma par exemple, et qui travaillent au bénéfice d'Israël. Mais dites-moi, Jacob Cohen, Oui. au sein de la société israélienne et juive, et juive dans le monde, toute la diaspora, les Juifs sont connus pour être relativement intelligents, si ce n'est très intelligents, pour des explications très objectives. Hein. Ce n'est pas dans les gènes. Généralement, les minorités qui souffrent beaucoup, qui voyagent beaucoup, deviennent intelligentes, c'est connu. Comment se fait-il donc que ces gens qui sont très intelligents ne comprennent pas que lorsqu'on aime ses enfants, on ne leur construit pas une maison sur des fondations complètement pourries, une maison qui risquera de s'effondrer, pas qui risquera, qui s'effondrera tôt ou tard sur leur tête, et donc tout homme intelligent ne peut construire à ses enfants qu'une maison qui est construite sur des fondations solides. Comment ne comprennent-ils pas que tôt ou tard, l'histoire fera en sorte que la justice sera faite à ce peuple, ce dernier peuple colonisé de la terre? Parce que la première propagande du gouvernement sioniste, si vous voulez, de l'entité sioniste, du système sioniste, elle est d'abord dirigée, cette propagande, vers sa propre population. J'en sais quelque chose parce que je suis allé au moins une quinzaine de fois en Israël, parce que j'ai ma famille qui habite là-bas, et donc on a construit, on a développé chez les Juifs, chez les Israéliens, le danger, la peur des Arabes, la séparation d'avec les Arabes. Vous savez que Israël est le seul pays au monde où il y a deux systèmes d'éducation séparés, de la craie jusqu'au bac, un juif et un arabe. C'est-à-dire que le petit juif, il grandit dans la peur, la haine de l'arabe dès qu'il a 1 an ou 2. Et donc, toute cette construction, toutes ces guerres sont faites aussi pour pour faire croire aux Israéliens que décidément, ils ne peuvent pas vivre en paix avec les Arabes. Beaucoup d'Israéliens vous diront comme ça, très, très simplement et très honnêtement, parce qu'ils y croient vraiment, moi je suis prêt à donner les territoires, mais avec qui faire la paix? C'est impossible avec les Arabes. Donc le gouvernement israélien a réussi à laver le cerveau de sa population de telle sorte que les Juifs israéliens n'ont aucun choix. Vous savez, il y a une expression qui existait pendant des années jusqu'à présent, qui est en hébreu « en brera ». Ça veut dire « il n'y a pas le choix ». Et donc, en fait, le système sioniste a réussi à faire pénétrer dans l'inconscient presque de la majorité des Israéliens que ici, nous sommes dans un ghetto, il faut s'enfermer, il faut construire des murs, et on est condamné à vivre comme ça. Restez avec nous, Jacob Cohen. Gilles Devers, si nous en venions à présent à cet aspect du droit international, des alternatives possibles dans ce milieu du droit international, comment le droit international ne parvient-il pas à se dépêtrer de cette pression politique des grandes puissances qui sont elles-mêmes un peu sous l'influence de certains lobbies, de certains réseaux, pour ne dire que ça? C'est une redoutable question, mais on va essayer de faire simple et avec un peu de méthode. Il est certain qu'il y a un poids occidental qui agit pour que les Palestiniens ne puissent pas, qui freine les Palestiniens, mais je pense objectivement que nous sommes maintenant en 2015 et qu'à ce jour, le problème, il est d'abord du gouvernement palestinien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, moi, vous m'interrogez comme avocat, donc au point de vue politique, je ne sais pas quels sont les enjeux, même si je les devine un petit peu, mais il faut dire très clairement qu'en 2015, du point de vue du droit international, la Palestine a des moyens de faire des choses tout à fait considérables. Alors, il y a des choses des fois un petit peu compliquées et d'autres qui sont plus simples. J'ai parlé de la Convention de la haie de 1954, demander une réunion de l'UNESCO, désigner un commissaire, c'est quelque chose qui peut se faire en quelques mois. Et là, ce ne sont pas des grands drames diplomatiques. Vous avez la Cour pénale internationale, elle ne demande qu'à agir. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour agir? Elle attend une plainte de la part du gouvernement de Palestine qui ne vient pas. Alors on dit, ah oui, mais la procureure, elle pourrait faire l'enquête elle-même. Bon, moi je pense que la procureure pourrait faire un peu plus, je suis d'accord, mais en même temps, je dois quand même reconnaître que c'est pas si simple que ça pour elle. Quand elle se dit, je peux engager, je suis saisi par exemple de la guerre qu'il y a eu l'été dernier,
Mais est-ce que c'est opportun que je fasse vraiment une procédure alors que manifestement le gouvernement palestinien n'en veut pas? Vous comprenez, c'est un problème sérieux. Et on est dans une instrumentalisation, dans un discours, mais les choses les plus simples qui sont que déposer plainte n'ont pas été faites. Et là, vous savez, le poids international, etc., au bout d'un moment, je pense qu'un peu de courage ne fait pas de mal. Et agir en justice, c'est quelque chose qui est très attendu et qui serait tout à fait important et faisable. Le troisième volet, je veux en souligner que la Cour pénale n'attend que ça, une plainte de la Palestine. C'est un fax qui fait 4 pages, 4 lignes. Bon, voilà. Et ensuite, il y a le droit européen. Alors, le droit européen, c'est pourquoi? Parce que l'économie d'Israël n'a d'avenir que s'il y a des liens productifs, solides, sérieux avec l'Europe. Et on trouve donc la question des produits originaires des colonies, pour ne parler que de ça. Il y a une recommandation qui a été faite par la Commission européenne ce mois de juillet. Juillet 2015, la Commission européenne dit pour les produits agricoles, je rappelle que nous sommes tenus par les accords internationaux et que les certificats d'origine pour la Cisjordanie, Gaza, ne peuvent venir que de l'autorité, que de la Palestine. C'est dit noir sur blanc dans le guide d'exportation. Et pourtant, vous avez encore des dates qui arrivent et les Palestiniens ne font rien. Donc il faut pouvoir pointer les responsabilités. Il y a des actions simples à faire. Hélas, elles ne sont pas engagées. Et je pense que de premiers procès très simples à conduire pourraient avoir une valeur très, très efficace. On a maintenant, ça va être la période d'exportation des dates. On a la Commission européenne à qui on donne beaucoup de défauts et qui en a fait également quand même de très bonnes choses. Elle a défini la liste de tous les codes postaux des lieux de production des colonies. Et quand le certificat d'origine est fait, il doit porter le code postal d'origine. Mais autant dire que c'est un pansement sur une jambe de bois. Ce n'est pas demain la veille que le droit international ou la communauté internationale pourrait changer quelque chose d'assez... Pas du tout, mais pas du tout. Je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Si nous recevions des mandats simples, je suis avocat, mais il y en a beaucoup d'autres qui seraient ça. En un an, on peut changer toute la donne sur le plan juridique. Alors dites-nous ce que vous préconisez, de façon claire, parce que les gens vous écoutent, peut-être que ça va donner des idées. Dites-nous de façon claire ce qu'ils doivent faire. Alors, une plainte du gouvernement de Palestine auprès de la procureure Bensouda sur l'agression militaire de l'été dernier, un mandat pour qu'on puisse bloquer les exportations de dattes, et quand on aura fait la jurisprudence sur les dates, ça sera pour toutes les exportations agricoles, et ça c'est des procédures très simples qui se font en droit français qui peuvent être en 6 mois, une réunion de l'UNESCO pour l'application de la Convention de la Haye sur les lieux saints. Ne faites que ces 3 actions. En décembre, on a changé le décor. Restez avec nous, Gilles Devers. Christophe Oberlin, à votre avis, pourquoi ce que vient de nous dire Gilles Devers semble d'une simplicité absolument... je ne saurais pas la qualifier, tellement c'est simple. Il suffit que les autorités palestiniennes portent plainte, qu'elles agissent tout simplement. Or, pourquoi ne font-elles rien dans ce sens? Christophe Oberlin. Parce que je brûlais d'y répondre ou d'apporter en tout cas un complément. On a parlé du droit international, on a parlé du droit européen, et on ne parle pas encore du droit palestinien. Mais ce droit palestinien, il existe. Et ce droit palestinien, eh bien, il comporte un système électoral, il comporte des lois constitutionnelles. Et aujourd'hui, en particulier depuis 2006, nous sommes dans une situation où l'autorité palestinienne ne respecte aucune des lois palestiniennes, de la même manière qu'Israël ne respecte aucune des lois internationales. Donc on est face à une espèce de groupuscule qui correspond un peu au tableau des gouvernements arabes qu'a fait Jacob Cohen tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont installés dans leur confort, dans leur revenu. Vous avez des fonctionnaires qui sont en poste à l'étranger depuis près de 20 ans. Et donc tout cela induit une corruption colossale. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement légitime palestinien, ça n'existe pas. La seule façon de remettre les pendules à l'heure, eh bien, serait de faire des élections, ce dont ni Israël ni l'autorité palestinienne ne veut. Donc il y a un véritable abcès aujourd'hui à l'intérieur de la Palestine, et cet abcès, eh bien, un jour ou l'autre, il faudra le crever.
Un mot sur la colonisation qui continue, une lèpre rampante, mais très efficace, qui a rogné quasiment toute la Palestine. Alors effectivement, c'est un problème extrêmement grave. Et d'ailleurs, mes amis de Gaza voient ces événements de la mosquée El-Aqsa comme un moyen d'étendre l'emprise israélienne sur les colonies, sur la Cisjordanie. C'est un grignotage qui saute aux yeux quand aujourd'hui on se rend à Jérusalem, en arrivant après l'aéroport de Tel Aviv. Eh bien, on passe par une énorme autoroute qui traverse complètement la Cisjordanie. On voit qu'une bonne partie de la Cisjordanie est annexée de fait. Donc tout ça, malheureusement, augure de beaucoup de violence, car ce n'est pas en construisant des autoroutes qu'on change la détermination des personnes. Il y avait une vieille phrase qui a été dite par je ne sais lequel dirigeant sioniste, les vieux mourront et les jeunes oublieront. Mais c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Les jeunes n'oublient pas et sont même encore plus revendicateurs que leurs parents. Il ne faut pas oublier que la Palestine est depuis plus d'un siècle fait partie d'une des sociétés les plus éduquées du monde. Les Palestiniens étudient et donc aujourd'hui ils sont encore plus revendicateurs que leurs parents car ils savent que le monde existe, ils connaissent la loi, ils savent ce que c'est que l'égalité des personnes et Israël pourra faire tous les attentats ciblés qu'il veut, tuer tous les dirigeants vrais ou supposés, la jeune génération est toujours là. Vous savez, j'étais frappé au cours de ces 15 années passées à Gaza de voir le renouvellement des postes de hauts fonctionnaires, par exemple, le renouvellement des responsables des hôpitaux, de l'administration. Tous les 2 ans, ça change, vous voyez. On voit là que c'est une société extrêmement éduquée, extrêmement dynamique et avec une relève qui est très présente. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Jacob Cohen, nous arrivons à la fin de l'émission. Très honnêtement, très objectivement, nous vous savons très honnête et très objectif. Vous avez de l'espoir pour le peuple palestinien? Alors, personnellement, ma vision personnelle, c'est, moi je vois la fin de l'État sioniste dans une échéance que je ne peux pas exprimer ni définir, mais parce que c'est un État qui ne peut pas durer éternellement. C'est-à-dire, cette arrogance, cette domination, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'Israël ne peut pas faire la paix. C'est-à-dire la Pax Israelana dont les sionistes rêvent, elle ne peut pas arriver. Donc, ils vont aller de plus en plus loin, et le monde, surtout le monde occidental dont je parlais tout à l'heure, est en train de se réveiller et de prendre des mesures. Et on arrivera à un moment donné, même peut-être ça peut accélérer les choses, si l'autorité palestinienne mettait sa menace à exécution et se dissolvait en disant, voilà, il n'y a plus de fiction d'État palestinien, il n'y a plus de négociation, prenez tout et nous nous battrons pour un homme, une voix. Et donc, moi je pense que, historiquement parlant, je crois, je suis convaincu qu'on va vers une espèce de groupe, d'un État où ces citoyens devront vivre ensemble, un homme, une voix, et ça sera la fin de l'État sioniste. Merci Jacob Cohen, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Gilles Devers, vous avez donc le mot de la fin. Moi, ce que j'observe un peu, c'est qu'il devient un peu difficile ou rare de parler de la Palestine. C'est-à-dire qu'on est vite amené dans cette logique de domination où on fractionne. On parle des prisonniers, on parle de Jérusalem, on parle de Gaza, et le mouvement BDS est une réalité tout à fait intéressante. Mais en même temps, on a l'impression que la focalisation, c'est BDS, c'est les produits. Voilà. Donc, je crois qu'il nous faut ramener l'histoire de la Palestine, la société palestinienne, ce magnifique pays au centre de la Méditerranée, où vivaient dans des terres d'histoire les chrétiens, les juifs et les musulmans, et il faut redimensionner la question, la Palestine. Ça veut dire aussi que, du point de vue des dirigeants, mais je dis dirigeants, j'ai la classe dirigeante palestinienne, et ça c'est à eux de le faire, certainement pas à nous, qu'ils nous disent comment ils voient la Palestine, qu'ils donnent et qu'ils définissent une image de la Palestine. Pour le moment, c'est la résistance, c'est un certain nombre d'actions, mais on manque, et on a toujours manqué, et je dis que c'était, à mon avis, un des grands défauts de l'OLP, il n'y avait pas le projet politique. Donc
Donc, quelle est la Palestine? En sachant que la période de négociation a été un échec dramatique, vu que c'est la Palestine, mais on ne peut pas remettre en cause les colonies, on ne peut pas remettre en cause le partage de Jérusalem, on ne peut pas remettre en cause l'absence de continuité territoriale entre Gaza, voilà. Donc tout ça, c'est détruit l'idée et fait entrer dans le concept de tout le monde que les Palestiniens, s'ils arrivent à résister, c'est déjà bien. Non, il faut parler de la Palestine. La Palestine existait bien avant Israël, existait bien avant les États-Unis, qui sont quand même les premiers fauteurs de troubles, et il faut restituer cette histoire au peuple palestinien. Gilles Devers, merci. Christophe Oberlin, merci. Jacob Cohen, merci. En espérant vous revoir plus souvent dans nos émissions. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum. Azul fillaoun. Bislama.